toujours fait du one-man show, mais en amateur, avec des cours notamment. J'avais, avec mon métier précédent, je faisais du conseil en gestion, en stratégie informatique, bref, je te passe les détails casse-pied. Mais j'avais eu l'occasion d'être à Paris ici, et puis j'avais goûté un peu à la scène en tant que voilà, amateur. On écrivait des sketchs dans un petit groupe de gens qui faisions voilà, des cours de one-man show, et j'en avais fait aussi quand j'étais étudiant. Suite à quoi, je me suis dit, à un moment, à la fin d'une mission, parce que j'étais indépendant, tiens, je vais vraiment essayer de faire ça sérieusement pendant 6 mois, me donner les moyens, et puis je reviendrai à mon ancien boulot, mais au moins j'aurai pas de regrets. Il se trouve que ça a assez vite marché, parce que j'ai eu l'occasion de jouer dans un petit théâtre à Paris, où des gens m'ont repéré, et du coup j'ai eu l'occasion de faire, après quelques mois de carrière, le point virgule fait l'Olympia. Donc je viens de toujours dire que la première scène que j'ai faite, c'était de l'arrière-salle d'un bar dans le 20e arrondissement, et la deuxième salle que j'ai faite, c'est l'Olympia. Donc voilà. En France, il y a une tradition dans le one-man show qui vient clairement du théâtre. Je ne sais pas si... Alors, je n'ai pas la prétention d'être historien du one-man show, mais enfin, je ne sais pas si ça vient de la commedia dell'arte, de ce côté latin, donc où, en fait, non, en fait, c'est ce que je viens de dire, parce que la commedia dell'arte, on serait plutôt dans une forme d'improvisation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient clairement du théâtre, où le one-man show, traditionnellement, est... en fait, chaque sketch est une espèce de petite scène de théâtre où un acteur interprète les différents personnages. On voyait ça avec Fernand Reynaud, tout à fait, qui a été prolongé avec des gens comme Pierre Palmade, Muriel Robin. Et puis de l'autre côté, on avait des gens comme Robert Lamoureux, qui eux en fait faisaient du stand-up. C'est un mot qu'on associe à Jamel Comedy Club, etc. Mais en réalité, Pierre Desproges c'est du stand-up, Robert Lamoureux c'est du stand-up. Coluche c'était un peu un hybride entre les deux, parce que des fois il interprétait un personnage, des fois il... Mais en gros, pour faire court, il y a deux sortes de one-man show. C'est celui où l'acteur, le comédien qui est sur scène, il y a un quatrième mur et il s'adresse à d'autres personnages. Et il y a celui où il n'y a pas de filtre, où le comédien arrive et parle au public. Soit en son nom, soit au nom d'un personnage qu'il incarne, mais en tout cas, directement, on est plus dans le conte. Et c'est évidemment cette tendance-là qui a le vent en poupe depuis des années et qui tend même à supplanter le one-man show plus traditionnel à la française, tel qu'on le connaissait justement dans la tradition de Fernand Reynaud. Parce que les gens rient plus, le comique de situation met plus de temps à s'installer, et je pense que créer une connivence avec le public, en plus c'est dans l'air du temps. Peut-être qu'on y reviendra, parce que ça dépend beaucoup évidemment des qualités de chacun. Ici on est au Petit Palais des Glaces, et il y a quelques années, il y a un comédien qui depuis lors fait une carrière de comédien remarquable, qui a commencé dans cette salle-ci, c'est Laurent Lafitte, et lui faisait un one-man show, justement, de personnages, parce que c'était basé sur sa capacité à incarner les personnages, justement. Mais on remarquera quand même que la plupart des gens qui font ça, qui choisissent cette voie-là, tôt ou tard, ils abandonnent le one-man show, parce qu'en fait, c'est des acteurs. C'est avant tout des comédiens, et donc voilà, c'est souvent même un passage pour devenir comédien. J'avais la chance d'avoir un père qui avait bon goût en matière d'humour, et qui me l'a transmis, j'espère. Et du coup, j'écoutais déjà Desproges quand j'avais 10 ans. Je ne comprenais pas tout, donc je pense que c'est vraiment un mélange de choses. Clairement, c'est très banal de le dire, Desproges en France, mais Coluche pour son sens de l'efficacité. J'avais fait un sketch dans mon premier spectacle sur Coluche, parce que justement, il s'est beaucoup foutu de la gueule des Belges, Coluche, dans ses sketchs, avec les vannes du style, les Belges cueillent pas les cerises avec la queue parce qu'ils ont déjà du mal avec la main, tout ça. Et en Belgique, il y avait beaucoup de gens qui le prenaient mal, mais moi, ça m'a toujours fait marrer, parce que j'ai compris que, en fait, c'était tombé sur nous, mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. C'est comme les blagues sur les blondes. Je crois qu'il n'y a aucune blonde qui se sent mal sur la planète à cause de ça. Et donc, oui, et aussi, parce que je parlais de mes inspirations plutôt d'enfance, il y avait Thierry Leluron, l'imitateur, alors que moi, je ne suis pas du tout dans l'imitation. Ce que j'admirais chez lui, c'est qu'il avait un côté hyper classe, avec son smoking, et puis il y avait tout cet orchestre autour de lui, et je trouvais que voilà, je trouve que si je devais dire voilà, ce qui m'a inspiré dans mon style peut-être actuel, c'est le côté Thierry Leluron pour le côté classe, Desproges pour le côté incisif des textes, et puis Coluche peut-être pour l'efficacité.
Il faut longtemps pour trouver son propre style. Moi, j'ai l'impression de seulement commencer à vraiment trouver mon style. Et je n'ai pas la prétention voilà, d'avoir, par exemple, la capacité d'incarner 23 000 personnages. C'est essentiellement, comme la plupart des gens qui font du stand-up, une version exagérée de moi-même que vous avez vue sur scène. Et donc, en réalité, je suis influencé partout, je lis beaucoup, et tout est prétexte, en fait, à sketch pour autant que ça soit une idée intéressante. Pour vous répondre, ça peut être aussi bien une attitude d'un acteur qui fait quelque chose d'infime dans un film, mais qui est hilarant. Je regardais un des acteurs comiques américains, à mon avis, les plus sous-estimés comme acteur comique, c'est Brad Pitt. C'est un acteur hilarant, il sait exactement jouer le con, et ce qui est très difficile à faire. Et je regardais un film des frères Cohen où il jouait un personnage et il rentre dans une bagnole et c'est un espèce de prof de gym qui se fait passer pour un truand. Et il y a John Malkovich en face, et il fait un tout petit truc, il arrive dans sa bagnole, il s'installe comme ça, et il a les yeux, et puis il regarde John Malkovich, et il y a un temps, il fait comme ça, pour se donner un... Et il le fait. Et ce timing, c'est 1 seconde. Et ça, bon, ben, ça reste gravé dans ma mémoire. Si un jour je dois utiliser, de dire plisser les yeux comme ça après avoir été normal, ben, ça peut faire un effet. Après, un article de votre journal peut me faire dire, tiens, ça c'est intéressant, voilà une idée à laquelle je n'avais pas pensé, tac, on la note et ça peut devenir un sketch, quoi. Sur l'usage des prénoms, il m'est venu non pas d'une influence de spectacle, mais de la réflexion selon laquelle quand même c'est un peu con quand... Les riches, les pauvres, je veux dire, se plaignent de ne pas être riches. Et le seul truc qui vous coûte exactement le même prix et qui te donne, je veux dire, toi tu t'appelles Romaric, bon ça fait chic Romaric, mais ça coûte le même prix que de s'appeler Brandon. Et je veux dire, autant utiliser. C'est le seul truc de riche que les pauvres peuvent s'acheter pour le même prix. Woody Allen qui disait qu'il passait son temps à noter sur des petits bouts de papier une idée du style un chanteur qui ne peut chanter bien que sous sa douche. Et il le met dans une boîte, et puis ça se retrouve, ça devient une scène d'un film qu'il fait parce qu'il prend tous ses papiers et il regarde. Et moi, c'est ce que je fais, en fait, je note plein d'idées comme ça. Alors ça peut être un calembour, je sais pas, l'autre jour j'ai noté les cow-boys et les hindous. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est dans ma boîte, et je vais ressortir tout, et puis je dis ça à un copain, il me répond les Playboys et les Indiens. Je dis très bien, je note à côté, et je me dis, déjà je vais voir mes propres obsessions, parce que généralement je vais me rendre compte que je parle 10 fois de la même chose, et là je vais dire, voilà, qu'est-ce que je pense vraiment du sujet. La définition de l'humour dont on parlait la dernière fois, c'est une définition de l'humour qui est pas de moi, mais que je trouve la plus générale et finalement la plus précise possible. C'est que c'est une transgression bénigne. C'est un benign transgression en anglais. Et en gros, ça veut dire que si on dit quelque chose de transgressif, mais transgressif à un point que les gens en face de vous lâchent parce que ça ne se dit pas, je veux dire... Bon, je n'ai pas envie de donner un exemple, parce qu'il y en a plein qui peuvent venir à l'esprit. Et si on fait quelque chose de bénin, mais qui n'est pas une transgression, ça va pas être drôle, parce que ça va être plat. Et donc, c'est à la croisée des deux qu'on peut trouver un humour qui va faire marrer le public. Mais ce qui est intéressant, évidemment, là-dedans, c'est que ce qui est transgressif et ce qui est bénin n'est pas du tout la même chose selon l'âge du public, l'origine, les époques. Et votre magazine s'appelle L'Incorrect, le politiquement correct, justement, dont tout le monde se plaint. Moi, je trouve que c'est presque une bénédiction, parce que ça devient de plus en plus facile d'être transgressif, puisqu'il suffit souvent de dire simplement des banalités pour l'être. De plus en plus, on demande des gages à celui qui dit quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne part pas du principe qu'il le dit. On ne part pas nécessairement du principe qu'il le dit pour rigoler, c'est à lui de prouver qu'il est bienveillant dans son approche, parce que pour que les gens rigolent avec toi, il faut qu'ils se disent « Ah oui, on est bien, quoi, on est bien avec lui, c'est faire preuve d'autodérision, etc. » Et donc on en arrive avec ça à ce que, évidemment, il y en a qui disent carrément qu'il faut être de la catégorie concernée pour pouvoir faire une blague sur tel sujet, parce que si tu es de la catégorie concernée, bon, bah, a priori, tu n'as pas de malveillance envers cette catégorie, quelle qu'elle soit, d'âge ou de religion, de couleur de peau, quoi ou qu'est-ce, profession, alors que il faudrait pouvoir rire de tout, enfin non, parce que ça prendrait trop de temps, mais faudrait pouvoir rire de tout
en partant du principe d'une société de confiance, c'est-à-dire celui qui est sur scène n'est pas là pas là dans un esprit malveillant. C'est pour ça que moi, par exemple, j'adore les blagues racistes, pourtant qu'elles ne soient pas faites avec des racistes, quoi. C'est-à-dire qu'elles soient faites dans un esprit second degré, en se moquant. Moi, je faisais souvent ça quand je faisais une chronique à Ça balance à Paris, avec Eric Nolot, c'est que je faisais plein de blagues hyper transgressives, mais on avait établi un code que je me moquais aussi de la propre ignorance supposée que j'avais en faisant une blague. D'ailleurs, tu sais comment commencent toutes les blagues racistes? Non. Alors. Ne monte pas mon truc en disant « j'aime bien les blagues racistes, point ». Par exemple, ça n'a plus rien de transgressif de se moquer de la religion catholique, par exemple. Quoi qu'on en pense, je veux dire, mais c'est vraiment ça, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a aucune... voilà, on ne peut plus vraiment partir du principe que les producteurs vont faire confiance à l'intelligence du public pour comprendre des choses un petit peu subtiles. Donc il faut être extrêmement premier degré, et ce premier degré ne doit pas être trop transgressif. Ça, et donc, automatiquement, tu t'adaptes parce que ça ne sert à rien de faire des choses qui vont de toute façon soit être coupées au montage, soit être refusées, parce qu'il y a de moins en moins de directs. Donc oui, il y a beaucoup d'autocensure, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de producteurs, de présentateurs qui disent « oui, mais celle-là, bon, est-ce que tu es sûr que... voilà ». Bon, du coup ça crée une autocensure, oui, clairement. Je pense, à mon avis, en fait, beaucoup aux annonceurs qui ont peur de leur ombre et qui ne veulent pas être « oui, mais s'ils disent ça, etc. » Oui, pour notre marque. Je dirais... En fait, je dirais que sur les radios privées, notamment, il y a peut-être plus, sauf si c'est revendiqué de faire le contraire, mais peut-être encore de censure que sur le service public, parce que les annonceurs sont encore plus politiquement corrects que ne peut l'être l'État, en réalité, aujourd'hui. Et aussi la peur. Moi, je m'en souviens quand je faisais une chronique dans la nouvelle édition sur Canal+, il y avait le responsable des réseaux sociaux, et en fait, il y avait une espèce de peur. On donnait une espèce de pouvoir démesuré à 15 personnes sur Twitter qui avaient dit « oui, mais cette blague-là, ça ne va pas ». Alors que c'est juste 15 mecs derrière leur écran, on s'en fout, quoi. C'est comme disait le professeur Choron, pourquoi tu donnes la parole à des lycéens? C'est des merdeux, des trous du cul et des cons. Et ces gars-là, c'est 15 gars derrière leur Twitter, mais comme... Je pense que les producteurs et les rédacteurs ne maîtrisent pas encore exactement ce que ça représente. Ils se disent « ah ben voilà, si on a eu des messages qui sont choqués par ci ou là, ben on va essayer d'éviter ou d'y répondre, alors qu'il faudrait prendre ça pour ce que c'est, quoi. » Quand on regarde le film « La vie est un long fleuve tranquille », ils crachent sur la télévision. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, ils crachent sur la télé. Mais les gars sur Twitter qui t'insultent, c'est la même chose. C'est juste qu'on leur a donné une arme pour le faire, quoi. Mais c'est exactement la même chose. Et que je sache, à l'époque, on ne se dit pas « ah, en regardant La vie est un long fleuve tranquille, ah, ben ce serait intéressant d'avoir la vie de ces gens-là et de le prendre en compte pour la confection de notre prochaine émission. » Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu as cité quelques noms, il n'y en a pas dans la pléthore d'humoristes qui existent aujourd'hui, il n'y en a pas 50 non plus qui correspondent au profil que tu viens de donner. Donc c'est juste qu'ils ont du succès, peut-être aussi, un peu comme les chroniqueurs de droite qu'on voit de plus en plus sur les plateaux télé. Et donc les gens se disent « ah mais regardez, vous ne pouvez pas vous plaindre, on voit tout le temps un tel et un tel ». Alors qu'en fait, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Donc c'est toujours les 3-4 mêmes qu'on voit. Donc voilà, donc ça c'est pour répondre à ta question. Je ne pense pas d'ailleurs que anti-politiquement correct égale droite ou gauche, parce que je pense surtout que le politiquement correct, l'envie de politiquement correct vient du fait d'être minorisé. Si c'était l'inverse, ce seraient les gens de gauche qui seraient politiquement incorrects, parce que en fait c'est une question de la liberté d'expression. On se bat surtout pour elle quand on en a moins, quoi. Donc que quand on a tout le temps la parole. Donc oui, il y a une nouvelle génération qui vient de là, qui a aussi peut-être simplement une réaction artistique normale. Et le fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on aura peut-être moins qu'avant des superstars qui fédèrent tout le monde, parce que le monde étant ce qu'il est aujourd'hui avec Internet, eh bien,
chacun va un petit peu, enfin, chacun peut aller chercher dans sa niche, quoi. Donc, pourquoi est-ce que j'irais regarder quelque chose de généraliste quand je peux avoir quelque chose qui correspond parfaitement à mes goûts, d'autant que il y a quelque chose qui a beaucoup changé sur le marché, c'est qu'à l'époque du début des années 2000, les Bigard, les Gad Elmaleh, etc., c'était une époque où on pouvait gagner beaucoup d'argent en vendant des DVD. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc c'est comme dans la musique, en fait. Et donc, c'est le même phénomène qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, de nouveau, on doit gagner son argent en faisant de la scène. Ce qui est plutôt sain, je pense, parce que ça rapproche du public. Mais si on veut vendre X dizaines de milliers de DVD, bah, il faut faire la transgression très, très bénigne, quoi. D'une part, il ne faut pas non plus exagérer la différence, surtout que, comme je dis souvent, en TGV aujourd'hui, on est plus proche de Bruxelles que de Lyon. Donc bon, c'est la même langue, etc. Il y a un capital sympathie, a priori, qu'a le Belge en France. Du coup, on peut dire plus de trucs, quoi. On peut peut-être parfois plus facilement s'exprimer quand on est belge, et je m'en prive pas, c'est une carte à jouer. Et alors d'autre part, c'est vrai qu'en Belgique, on a peut-être mais ça change, hein. Je trouve que le monde s'uniformise de la même manière que les accents régionaux ont tendance à s'atténuer avec le temps. Je pense qu'il y a quand même un tout petit peu plus peut-être d'autodérision en Belgique, on rit plus de choses absurdes. Je pense que ça vient aussi du fait de jamais avoir été une grande puissance, notamment les institutions, tout ça. En Belgique, on n'y accorde pas non plus, on ne leur accorde pas un respect infini. Je suis toujours étonné, après des années, à quel point les Français peuvent dire « Ah, la République », c'est comme s'ils parlaient d'un truc comme si les pays où il n'y a pas la République, ils n'ont pas de savon, et tu sais que dans les monarchies constitutionnelles, on est des sauvages qui n'avons pas compris la République. C'est avec trois grands R, quoi, et majuscules à tous les mots, et la raison, et la vertu, et le machin. Et donc, du coup, il y a peut-être un côté où on se prend un petit peu plus au sérieux, alors que, bon, bah, en Belgique, le pays est plat, on parle deux langues, dont une qui est vraiment bizarre. Il y a un côté peut-être un peu plus anglais, j'ai remarqué dans l'humour en Belgique, qu'il n'y a en France, et qui consiste peut-être un peu plus au départ à se moquer de soi-même qu'à se moquer de son voisin. Mais tout ça change un petit peu, je trouve, parce que c'est un peu des clichés ce que je dis là, parce que justement, là, le monde est en train de changer dans le sens où il s'uniformise, et la jeune génération des humoristes français, ils ont très bien compris que l'humour un peu plus existentiel ou fait d'autodérision, finalement était supérieur à un humour moqueur pointé vers l'extérieur, et il en adopte les codes. Donc si on se moque de toi et que tu fais ouais, t'as raison, ouais, c'est ça, ouais, je ne vais pas dire des insanités ici, mais je ne suis pas incorrect à ce point-là. Mais effectivement, si on t'insulte, j'ai un copain comme ça, c'est une des personnes les plus drôles que je connaisse, il n'est pas humoriste. Tu peux l'insulter sur son physique, sur sa mère, sur truc, il rigole et ça glisse sur lui. Alors il est intouchable, quoi. Alors que celui qui se drape dans sa dignité, ben, il est ridicule, il est faible en fait. Il est faible. Tu parlais de surréalisme tout à l'heure, je ne connais plus par cœur la lettre, mais il y a une lettre hilarante de Magritte qui répond à un critique. Cher monsieur, je fais ici référence à la critique que vous avez formulée à mon égard dans le journal Le Soir, concernant mon exposition, etc., etc. La plupart de mes amis m'assurent que vous êtes qu'une vieille pompe à merde. Sachez que je n'en crois rien. Et vous prie d'agréer l'assurance de mes sentiments le meilleur. Les vieux comme catégorie, c'est une catégorie dont on peut se moquer parce que sans risque de représailles. Moi, je suis pour qu'on puisse en rire, et il y a des très bonnes vannes. Hein. Ce qui est génial avec Alzheimer, c'est qu'on se fait des nouveaux amis tous les jours. Enfin, il y a des choses très amusantes que j'ai entendues. Mais quand on y pense, c'est vraiment terrible. Ça me paraît sans doute plus terrible que bien des choses sur lesquelles les gens s'offusquent et qui n'ont pas vécu, qui ne vivront jamais. Je pense à, je sais pas, des gens qui bon, je sais pas moi, je ne vais pas dire par exemple l'esclavage pour un Antillais, parce que ça peut concerner sa famille, mais des fois on voit des gens utiliser ce thème alors qu'il n'y a aucune raison de penser qu'ils en ont été les victimes, ou même que leurs ancêtres en ont été victimes, ou qu'ils ne le seront jamais. Donc, et que là tout d'un coup il faudrait avoir un tabou énorme là-dessus, alors que Alzheimer c'est quelque chose que leur grand-mère aura peut-être plus probablement, enfin sûrement plus probablement. Mais je pense que les vieux ils n'ont pas le temps.
ils s'en foutent, ils ont, à partir d'un certain âge aussi, ils rigolent plus, parce que bon, c'est la sagesse, et donc il n'y a pas d'association qui va faire des procès. Mais ça nous prend au nez, hein, puisque comme c'est efficace, tout le monde finit par le faire, quoi. Plus une société a des images plutôt que des mots, par exemple, parce qu'on est entouré de technologies qui permettent de prendre des images et que c'est une façon très efficace de communiquer, plus on a d'images, moi, on a envie de regarder. Moi, le vieux est attrayant, parce que le vieux qui écrit sans faute d'orthographe dans une société d'écrit, le vieux est respecté. Mais dans une société d'image, le vieux a une sale gueule, je préfère regarder un jeune, c'est plus beau. Donc, je pense que ça doit jouer, quoi. Le fait d'être entouré d'images ne plaide pas en faveur de corps, mais plutôt d'abdos, alors qu'une société où on s'exprime correctement va peut-être plus favoriser la personne d'expérience. Moi-même, je suis athée, mais j'ai arrêté de me moquer spécifiquement des croyants parce que je trouve que les athées sont aussi cons. Le nombre de gens qui te disent « Ah non, mais attends, je suis pas superstitieux, je ne vais pas croire un mec qui marche sur l'eau. » Et puis ils vont lire leur horoscope, va te faire enculer. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, au moins la Bible, même si tout n'est pas bien, ça n'a pas été écrit par des pigistes de femmes actuelles, quoi. La nature a horreur du vide, comme le dit le proverbe, et je pense que quand il y a plus de religion du tout, ça se remplit par la première connerie qui passe. Et je pense que les attentats, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une forme de nihilisme intérieur qui est rempli par la version la plus pauvre de l'islam en l'occurrence, la plus brutale, c'est-à-dire la version saoudienne. Et d'ailleurs, voilà, tu parlais de blagues sur la religion, c'est quand les gens font, tu sais, quand tu as des musulmans qui font, oui, nous on est oppressés par les juifs, je leur dis toujours, mais non, oui, parce que c'est le riche et tout ça, tu vois, je dis, mais non, pas du tout, le juif, c'est quoi? Il n'est pas si riche que ça, c'est le docteur Goldman, il a 3 cliniques de chirurgie esthétique, le vrai riche, c'est Mohamed Ben Salman qui a 7000 puits de pétrole. Moi je dis, si tu es arabe et que tu n'as pas fait d'implant capillaire mais que tu as une voiture, tu as été beaucoup plus exploité par un arabe que par un juif. Le problème c'est que j'ai des super blagues sur les zoroastriens, mais que c'est difficile à communiquer au public, parce que la plupart ne connaissent pas bien. Mais le truc c'est de dire quelque chose de pertinent. Tu vois, la question c'est pas les blagues sur l'islam, parce que oui, tu pourrais en faire, mais je pense que là, pour le coup, il faudrait s'adresser à des gens qui connaissent bien le sujet. Tu vois, si tu veux faire des blagues sur la théologie, bon, il faut quand même, à un moment, il faut quand même un art populaire, il faut partir des choses connues. Et donc, je pense que c'est assez difficile. C'est vrai que tu n'as pas envie de dire des trucs qui vont t'attirer des ennuis mortels, on ne va pas se mentir. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que tu peux dire parce que c'est un sujet tellement commenté que qu'est-ce que tu peux dire qui soit original et pertinent? C'est pas évident. Tout le monde est contre les attentats, mais quand tu as dit ça, tu n'as rien dit. Donc qu'est-ce que tu peux dire de pertinent? Ce qu'il faudrait, mais moi j'ai pas la compétence, je me sens pas la compétence pour parler de ça, ce serait par exemple quelqu'un qui explique, probablement il faudrait que ça soit un humoriste d'origine maghrébine, qui explique comment les gens normaux, qui sont sans aucun doute la majorité, se laissent piéger d'un côté par des racailles et de l'autre côté par des salafistes, et qui se retrouvent coincés entre les deux parce qu'ils sont aussi un petit peu lâches. Si un gars disait ça, il aurait énormément d'impact, je pense, en faisant un sketch. Mais moi ça ne passerait pas, si je le disais. Et en plus, je n'ai pas la compétence. C'est des sujets... c'est vraiment difficile, je me répète, c'est vraiment difficile de dire quelque chose de pertinent. Parce qu'il faut surtout que ça soit marrant. Hein. Faut pas oublier ça, on n'est pas des sociologues. Hein. Moi j'admire des humoristes, des clowns, des troupes de clowns qui ne font sans parole, où je me roule par terre de rire. Tout n'est pas politique non plus. Hein. C'est une des seules disciplines où tu es pratiquement obligé de faire une partie de l'entraînement devant le public. Donc tu peux écrire des textes super et te rendre compte à la première représentation que tu peux tout mettre à la poubelle parce qu'en fait tu n'as pas le bon angle, tu t'accroches pas avec le public. Donc aujourd'hui ce que je fais, c'est que je travaille de façon beaucoup plus, je viens avec une petite idée, je vois si elle accroche pas, si c'était juste, et si elle accroche, si je sens, parce que maintenant je sens si ça va marcher ou pas, ou si ça va
s'il n'y a aucune chance que ça finira à la poubelle d'office. Et alors je la fais évoluer pas par pas, jusqu'à arriver à quelque chose de complet, qui a un début, une fin, un arc narratif, et clac. Et à ce moment-là, j'ai mon, je sais pas comment on peut dire, c'est pas mon sketch parce qu'il n'y a pas des noirs, mais enfin voilà, ce morceau de spectacle. Tragique, si je ne m'abuse, parce que je ne suis pas moi-même philosophe, c'est l'idée selon laquelle, de toute façon, dans la vie, il s'agit toujours de choisir entre deux mauvaises solutions et qu'il faut choisir la moins mauvaise. Et par conséquent, on va tous mourir, autant rigoler entre-temps. Parce que le choix, c'est pas entre être sérieux et vivre éternellement dans le bonheur et en gardant sa dignité et puis d'autre part se rouler dans la fange. Non, on va tous crever et de toute façon, et on va tous vieillir en tout cas, et comme disait l'autre, l'alternative est pire. Et donc oui, les meilleurs traits d'humour te rappellent que de toute façon, tout ce qu'on fait est un petit peu dérisoire, et que autant en rigoler, tant le faire avec un petit peu d'élégance, comme les musiciens du Titanic qui continuent à jouer alors que le bateau coulait.